Salut les copains. C'est super sauvage. Allô? Ah oui, d'accord. C'est bon, j'arrive, je l'ai. Ok. Salut. Vous voilà au départ de la première conférence. Comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, cette conférence sera déambulée. On vous embarque dans une promenade joyeuse au détour des rues d'Arles afin d'observer par vous-même et de réfléchir à la façon dont les hommes et les femmes s'approprient l'espace public. Pour cela, nous accueillons Sophie Loirgan, à mes côtés, qui tient le mégaphone. Pas du tout. Elle ne fait pas du tout que ça. Elle est chercheure en géographie sociale à l'université Grenoble-Alpes et elle est rattachée au laboratoire PACT. Et à ses côtés de nouveau, voilà, Vanessa Garouche, directrice du CIDFF arlésien, centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui est situé dans la rue juste à côté. C'est parti! Bien, alors ce soir, l'objectif et un peu l'invitation à déambuler avec nous. Oui, je parle bien fort, Swan. Tu m'entends bien? Oui. Alors l'objectif de ce regard sur les rapports hommes-femmes ou sur ce qu'on nomme aujourd'hui le rapport de genre à la ville, c'est surtout un moyen de détourner le regard sur la ville, sur votre ville, la ville de Arles que vous connaissez bien, mais aussi vous donner des informations sur ce qui est mon champ de recherche sur les approches famille-ville et genre et ville et espace public. Un travail qu'on a coordonné avec Vanessa, justement, il y aura à la fois des informations générales sur les questions de la ville, mais aussi une approche plus sur la ville de Arles que Vanessa précisera. Alors, l'intérêt, c'est de vous sensibiliser à cette approche du genre à la ville, sachant que vous avez tous un parcours différent, certains n'y connaissent rien, certains connaissent mieux le droit des femmes et sont familiarisés des approches plutôt de lutte contre les violences faites aux femmes, de prévention, de protection, etc. Et en général, ce domaine de la ville est un peu méconnu. Par contre, ce que je peux vous dire, vous avez tous une expérience de la ville, vous la pratiquez tous les jours, donc vous avez tous des choses à dire, très certainement en regardant cette ville qui est des fois confortable, des fois inconfortable, des fois ça vous agresse, et donc on va regarder ces choses-là ensemble. Donc c'est en gros vous interpeller sur ce sujet-là. Et comment aussi vous pouvez-vous interpeller, après le travail qu'on va faire ensemble, cette observation de la ville par le genre. Alors, sur ces approches de genre, il faut noter que c'est surtout une construction sociale et culturelle du sexe biologique. Et ce qui m'intéresse moi, c'est de regarder effectivement comment on est en coprésence et quelles sont les conditions en fait qui nous sont offertes selon notre genre dans les villes pour pouvoir pratiquer au mieux la ville. Alors je vous donne quelques chiffres pour vous interpeller. 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes de violences sexistes. 25% des femmes ont peur dans la rue. 40% des femmes font des stratégies d'évitement dans l'espace de la rue. 95% des skateparks sont occupés uniquement par des garçons. Et uniquement 2% à 5% des noms de rue sont des noms de rue féminins. Voilà, donc il y a beaucoup du masculin qui est représenté. Donc l'invitation à marcher ensemble, c'est aussi des travaux qui sont conduits sur l'espace public. L'espace public, c'est une rue, un boulevard, une place, une plage. Et donc chacun doit pouvoir se l'approprier, y accéder gratuitement et dans des meilleures conditions possibles. Et donc nous, on travaille vraiment sur ce droit à la ville des femmes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les conditions ne sont pas tout à fait, comment dire, égalitaires. Donc effectivement, déambuler, marcher, arpenter avec les personnes, avec les habitants, c'est le meilleur moyen de vous faire prendre conscience que tous les jours, même si vous ne le saviez pas, vous produisez des normes intériorisées qui construisent la ville aussi d'une certaine manière. Et donc on va s'attacher à vous montrer ces éléments-là. Donc il y a un carnet d'observation, si vous voulez le faire plutôt à deux, ça marche bien, je vais vous le donner. Notamment ceux qui font le carnet d'observation, vous verrez, c'est beaucoup sur les ambiances, pour regarder ce qui vous interpelle, ce qui vous dérange dans la ville. Et après, on s'en servira pour travailler dans la cartographie sensible sur tout ce qui est confort, inconfort, les liens qu'il y a dans la ville et aussi les aménagements possibles qui pourraient être faits pour améliorer cette ville, pour qu'elle soit plus égalitaire en fonction de son genre. Je laisse la parole à Vanessa, si j'ai rien oublié.
Donc merci tout d'abord d'être là, merci Sophie pour cette prise de parole. Donc moi mon rôle ce soir effectivement ça va être d'argumenter et de vous dresser un peu un état des lieux de ce qu'il en est de notre ville d'Arles par rapport aux théories, aux sujets, à la science apportée par Sophie. Donc en fait, après quelques recherches, on est conforme à la moyenne nationale sur Arles en termes de pourcentage de rues, à savoir 2%. Effectivement, alors d'après les derniers chiffres en ma possession, certes ils ne sont peut-être pas très actualisés, mais en 2016 nous avions fait un comptage et elles étaient donc au nombre de 12 à avoir l'honneur donc de voir leur nom sur des plaques de rue, de rond-point, de passage ou d'impasse aussi, on est obligé de passer par là. Mais en tout cas on est donc conforme à la moyenne nationale. 2%, effectivement, les derniers chiffres nous laissent entendre que ça pourrait augmenter, cela augmente. Il y a des possibilités en tout cas. Alors, pour ce qui est des noms, alors je parle pas trop fort là, non? Non. Oh, ça va. Il y a les noms de rue, bien évidemment, auxquels on s'est intéressé. Donc pour être un peu plus précise, plus de 500 sont attribués donc à des personnalités masculines. Et donc 12, parfois 20, on dit, ça dépend, à vérifier. Si vous avez d'autres informations, je suis preneuse. En tout cas, 2% représentent des rues dont le nom est porté par un personnage féminin. Mais il y a aussi les établissements scolaires. Et là, c'est très intéressant également. Donc, il y a presque parité pour ce qui est des écoles maternelles. Ah, je vois que ça vous interpelle. Par contre, aucun collège, aucun lycée, en tout cas public. Un seul lycée privé, Jeanne d'Arc, porte donc le nom d'un personnage féminin. Alors, je ne sais pas, moi je vous laisse à la réflexion. Est-ce que cela signifie quelque chose? École maternelle parité, puis après, plus on avance, disparition des femmes. L'invisibilité des femmes. Alors cette question, ce n'est pas la première fois qu'on se la pose, et il faut aussi mettre en avant des initiatives locales, et il y en a eu. En 2016 notamment, je ne sais pas si tout le monde connaît le collectif Femmes en Mouvement, qui est quand même un collectif qui existe depuis 10 ans. Ah pardon, je parle pas assez fort. Et moi je m'entends, c'est horrible. Je m'entends beaucoup trop fort. Donc, cette année, nous avons fêté la 10e édition de Femmes en Mouvement, qui est quand même une manifestation assez spécifique à notre ville et qui a été initiée par Claire Antoniazza sous son mandat d'élu en charge des droits des femmes. Et en 2016, notre collectif, qui est aussi composé de beaucoup d'associations telles que Femmes Solidaires, le CIDFF, et j'en passe bien évidemment, la Ligue des droits de l'homme, etc., nous avions décidé de rebaptiser, nous, les rues du centre-ville. Et en cachette, dans la nuit, nous avions rebaptisé donc une quarantaine de rues. Pour que, au matin du 8 mars, vous ayez l'agréable surprise de découvrir qu'en fait, des femmes connues, il y en a. Parce que, autant vous dire, 12 sur 500, il faut être très connu et très célèbre pour avoir la notoriété publique, j'ai envie de dire. Alors certains diront c'est anodin, d'autres diront non, je ne suis pas d'accord. Moi je pense que ça participe à tout ce que Sophie a évoqué avant moi et à l'invisibilisation des femmes, à l'invisibilité des femmes. Ça passe aussi par là. Si effectivement nos enfants en se baladant dans les rues, en allant à l'école, n'ont que des références masculines, il est difficile de se projeter peut-être plus tard en tant qu'adulte. En tout cas, c'est l'éclairage que je voulais vous apporter, mais il y a aussi des choses positives, vous me direz, sur Arles. Beaucoup d'instances culturelles sont dirigées par des femmes. Nous avons le musée Aéréatu, le musée Arlatan, je les citerai, ne vous inquiétez pas, nous en avons plein, et nous avons nos dernières venues, Émilie et Roxane, librairie Les Grandes Largeurs, Roxane. Donc moi je pense qu'elles ouvrent la voie, sans mauvais jeu de mots, à peut-être à être des modèles. C'est aussi gage de réussite sociale, professionnelle, mais aussi de reconnaissance. Donc voilà pour ce qui est mon petit éclairage arlésien. Je pense que j'ai oublié un tas de choses que j'ai notées là et que je ne lis pas, bien évidemment. Donc au pire des cas, on a une petite heure à passer ensemble, donc je me rattraperai s'il faut. Merci. Merci Vanessa. Vous avez vu cette coordination. Alors, juste pour dire effectivement ce que Vanessa évoquait, la question du récit national ou des récits qu'on a urbains, en fait, est complètement imprégnée des représentations symboliques envers
des équipements, mais aussi avec le nom des rues, avec les représentations et les symboles du masculin et du féminin. Et du coup, le travail sur renommer à la fois le nom des rues, renommer les équipements, ou en tout cas rendre visibles les femmes, c'est à la fois sortir aussi des grandes héroïnes, mais il faut qu'elles soient présentes, mais aussi c'est les héroïnes du quotidien. Et donc on s'aperçoit que dans les héroïnes du quotidien, dans les municipalités, c'est souvent sur le social, sur le scolaire, c'est sur les équipements de la petite enfance que les noms arrivent assez facilement maintenant. Et donc effectivement, l'intérêt, c'est que les femmes soient représentées aussi sur des gros équipements. Donc à titre d'exemple, bon, c'est une grosse métropole, c'est Paris, mais en 10 ans, ils ont réussi à passer de 2% à 8% sur le nom de changement de rue et de place. Et donc ça fait partie aussi d'un travail sur le baptême, les baptêmes des noms de rue qui a lieu chaque année dans les municipalités. On va continuer et donc on va aller sur le skatepark. Voilà, parler des loisirs des jeunes. Bon. Oui, alors l'affiche, pour ceux qui ont le courage, on fera Place Voltaire un moment d'observation pendant 10 minutes. L'intérêt sur l'affiche, vous voyez, il y a écrit des heures, mais là on est en soirée. Il faut regarder en fait effectivement si vous dans votre déambulation, il y a des choses qui vous dérangent, si vous observez des choses, il y a des questions de détour. Bon, c'est vraiment pour travailler pendant la déambulation et après on aura un moment Place Voltaire où on va prendre 10 minutes pour vraiment observer la place et ce qui s'y passe en termes d'ambiance. Voilà. Donc si vous avez envie pendant la déambulation, avant d'arriver Place Voltaire, de noter des choses, vous pouvez, sur le nom des rues, sur les places, etc., vous allez voir que tous les boulevards qu'on va prendre, par exemple, sont essentiellement masculins. Voilà. Vous pouvez noter déjà des éléments. On y va ? Bien, alors là on vous a amené sur un skatepark pour illustrer ce qu'on appelle, mon collègue appelle Yves Rebaud, la fabrique de la ville par les garçons. Et pour pointer justement, alors là vous êtes vous dans le skatepark, mais si vous passez, on est passé cet après-midi à 16h, pour pointer que c'est un lieu essentiellement occupé par les garçons et que c'est plutôt eux qui s'adonnent à l'activité. En général, les filles sont plutôt là pour regarder ce qui se passe dans le skatepark. Alors bon, c'est la construction de la relation amoureuse à l'adolescence, mais il n'empêche, juste pour vous interpeller, il y a quand même 75% des budgets publics qui sont consacrés dans les municipalités à construire des offres de loisirs pour les garçons, que ce soit en équipement ou en offre de loisirs, et que 80% des offres de loisirs en union de quartier notamment sont complètement destinées à des activités pour les garçons, notamment sur le skatepark, voilà, tout ce qui est activité de loisirs, on en parlera sur la ville de Arles. Et donc tout ce travail qu'on fait autour des équipements, notamment de loisirs, c'est pour regarder comment il y a une appropriation de la ville faite par les garçons et par les filles qui, à l'adolescence, effectivement, ont tendance à se chercher au niveau de leurs normes de genre, mais aussi à reproduire des situations d'inégalité dans ces espaces de loisirs. Alors, ça intéresse à peu près voilà, les adolescents, mais pas uniquement, parce que derrière, ça veut dire que les offres de loisirs, notamment quand on regarde les activités de sport qui sont proposées dans les municipalités, si on prend par exemple le football au féminin, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui s'investissent sur ces questions-là et qui offrent en tout cas des créneaux horaires pour les filles pour pratiquer leurs loisirs. En France, quand on veut jouer au foot et qu'on est une équipe féminine, il faut se contenter des horaires qui sont disponibles, c'est-à-dire après que les garçons aient joué, et c'est souvent comme ça que ça se passe, contrairement à d'autres villes, notamment voilà, aux Pays-Bas, où les stades sont partagés justement dans les mêmes horaires. Donc ce rapport aussi aux offres de loisirs, quelque part ça construit une forme d'inégalité d'accès au droit à la ville pour les jeunes filles. Alors ça commence dans la petite enfance, mais ça se reproduit aussi à l'adolescence, et notamment nous, on sait très bien que ça construit une appropriation voilà, différenciée pour les garçons et pour les filles, et les filles du coup elles considèrent que ces espaces de loisirs c'est pas fait pour elles, ou c'est fait pour elles uniquement pour être dans un jeu de séduction, pour aller draguer, etc. Et en tout cas pas pour pratiquer un loisir, et notamment les loisirs de sport urbain. Donc moi je vais vous apporter mon traditionnel éclairage arlésien.
Et bon, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis aussi une passionnée de sport. Alors je n'en fais pas, mais je suis passionnée pour autant. Et je me suis dit, tiens, quoi de plus intéressant pour illustrer nos propos que d'aller voir ce qui se passe dans nos associations sportives arlésiennes. Que de découvertes. Alors, au total, pour la saison 2017-2018, alors j'ai des chiffres quand même assez actualisés, hein, merci d'ailleurs le service des sports, donc 9544 licenciés. Donc Arles est une ville sportive, ça c'est bien. 2905 filles, c'est pas mal, 30%, on est dans la moyenne nationale, peut mieux faire, dirait-on à l'école, mais c'est pas mal. Bon, après, passionnée de foot également, je suis allée voir ce qui se passait donc dans la plus grande association sportive de foot de la ville, qui compte d'ailleurs le plus grand nombre de licenciés. 428 licenciés. Combien de filles? Allez. Qui a dit 3? Gagné. 3 filles. Voilà, chez les jeunes, hein, je parle des licenciés chez les jeunes, donc ça représente 0,70%. On n'atteint même pas la barre des 1%. Moi je me suis dit, bon, il va y avoir mieux dans d'autres associations de foot quand même, le foot féminin, mince, la Coupe du Monde. Ah ben non, on a pire. On a une 100% masculine. Ouais, ça existe aussi. Bon, je sais pas, hein, je les ai pas interrogés, là je vous livre les chiffres tels quels, sans analyse, mais ça méritera, à la suite de ce festival, peut-être d'aller s'enquérir de pourquoi si peu de filles, en fait. Puis alors, il y a le ballon rond, mais il y a aussi le ballon ovale. Très intéressant, le ballon ovale. J'adore aussi le rugby. Alors, 260 licenciés. Combien de filles? 0. Non. 5. Presque. 8. 4. 6. 4, bravo, 4. Donc, et le pourcentage, ça fait combien? On va voir si vous êtes fort en maths. 1,5%. Alors, toujours dans les sports de ballon, alors là, on améliore petit à petit. Le basket, 129 licenciés, 18 filles, 14%. Et après, on a les bons élèves aussi, même qui surpassent la moyenne. On a le hand et le volley. D'ailleurs, récemment, champion, hein, il passe en élite, le volley. Donc, comme quoi, quand il y a de la mixité, en plus, il y a les résultats. Hein, donc, faut y aller. Donc, parmi les meilleurs élèves en termes de représentativité, respectivement 35 et 38%. Donc, eux, ils dépassent. Mais je n'oublierai pas non plus le tennis et l'escrime, même si je ne vais pas vous énumérer tous les sports. Mais le tennis et l'escrime, qui eux sont dans la moyenne, 30%. Donc, peut mieux faire aussi, mais bons élèves. Donc, ça, c'est pour nos chiffres arlésiens. Alors, cette répartition sexuée, elle n'est pas anodine, malgré tout. Elle est liée aussi au traitement médiatique réservé au sport féminin, il ne faut pas se leurrer, achetez l'équipe et vous verrez, hein, voilà, entre autres, pour ne citer que. Puis c'est le fruit de stéréotypes de genre quand même. Ben oui, c'est bien connu, les filles, elles ont moins l'esprit de compétition, elles sont plus douces, le combat, c'est pas pour elles. Enfin, c'est un peu ce qu'on entend, et malgré tout, c'est ce qui véhicule encore le fait, enfin, ce qui véhicule, c'est même plus que véhiculer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate, Arles, mais comme ailleurs, Arles n'est pas une exception, elle est juste dans la règle, que les sports aussi sont sexués. Il y a des sports dits de garçons et des sports dits de filles, parce qu'on n'est pas en reste avec la gym. 2 clubs de gym. Combien de garçons? 0. Mais ouais, 0. Nous aussi, on en a 100% là-dedans. Bon, j'en rigole, hein, mais c'est juste pour vous dire, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de... Alors après, je ne vais pas vous énumérer les centaines d'associations, mais grossièrement, et avec les sports les plus médiatiques aussi, voilà où l'on en est à Arles aujourd'hui. Alors que le sport, quand même, est un formidable outil éducatif, me semble-t-il, de vivre ensemble, porte des valeurs. Et pourquoi ne les porterions-nous pas ensemble? Alors, nous, tout seuls, Arlésiens, on ne pourra pas changer grand-chose. Mais si, avec nous, tous les citoyens et les médias y mettent un peu du leur, c'est-à-dire si on donne des figures, comme je parlais tout à l'heure, de modèles à la tête d'institutions culturelles, de la même manière, il nous faut des modèles sportives. Et on n'est pas en reste à Arles. On a des championnes en plus. On a une nageuse, on a une karatéka, Nancy Garcia, on a une ancienne footballeuse également, Sabrina Humer, on en a. Donc on peut se servir aussi de ces figures-là pour inciter nos jeunes, filles et garçons, à faire du sport, ensemble ou séparément, peu importe, mais en fonction de leur souhait et non de leur sexe. Donc, par contre, j'aime bien finir sur une note positive parce que sinon vous allez dire, oh là là, rabat-joie, il faut nous dire des chiffres. Hein. Non, il y a des choses positives qui se font et qui sont portées par la ville d'Arles d'ailleurs. Il faut savoir que le service des sports, donc de la ville, depuis 2018, bon c'est tout récent, petit à petit, on est là depuis 30 ans, vous voyez, on y arrive à force, a décidé de conventionner avec le CIDFF pour que quand les jeunes gens, pendant les vacances scolaires,
vont découvrir des sports, des activités sportives, et bien ils sont obligés de découvrir aussi l'égalité filles-garçons. Bon, ils sont plus ou moins enthousiastes, je vous l'accorde, mais en attendant, ça fait partie des ateliers proposés. Donc ils viennent faire du foot, ils viennent faire du tennis, ils viennent peut-être faire de la danse, mais ils ont un passe obligatoire dans l'atelier égalité filles-garçons. Donc merci pour ça quand même, il faut le souligner aussi, tout n'est pas négatif. À la ville d'Arles. Alors, juste pour vous dire que du coup, cette question de la mixité, non-mixité, ça questionne aussi ce qu'on appelle les îlots du masculin dans l'espace des villes, qu'on retrouve sur différents éléments, mais d'autant plus quand on regarde l'offre de loisirs et l'offre de loisirs au masculin. Et ce qui se passe aussi dans ces îlots du masculin, alors il y a les questions de la parade amoureuse par les jeunes filles, donc ça c'est le côté positif, mais il y a aussi le contrôle des corps des jeunes filles. Et effectivement, c'est là aussi où les filles se font insulter, se font traiter de connasses, de mal baisées, etc. Et ça a tendance à les faire sortir aussi de ces espaces de loisirs. Et on sait qu'il y a un contrôle des corps d'autant plus fort selon là où on se situe dans l'espace des villes, et qu'effectivement ce regard et ce contrôle qui est fait sur le corps des filles, ça veut, quelque part, ça veut leur dire tu es autorisé ou tu n'es pas autorisé à accéder à cet espace. Et on le sait que ça se passe dans les espaces de loisirs, ça se passe à l'entrée des lycées. Donc moi j'ai pu travailler aussi avec les conseillers principaux d'éducation sur des académies, parce que justement sur le portail, ce qui se passe, c'est on autorise ou pas, on fait de la parade, on explique aux filles qu'elles n'ont pas à être là, ou en tout cas on fait des petites injures, on leur dit t'es bonne ce matin, etc. Et donc tout ce mécanisme effectivement qui est présent dans la construction verbale, on va dire, de la ville, ça ne permet pas aux filles de s'approprier la ville de manière assez sereine, dans un confort en tout cas qui leur permet d'exister. Alors sur la question des loisirs, tu as évoqué le sport, mais il faut savoir que moi sur d'autres travaux que j'ai pu faire sur les espaces de loisirs, notamment dans les parcs naturels à Grenoble, les filles elles pratiquent des loisirs, elles font du sport par exemple sur les activités. Il y avait autant de mixité d'activités par exemple sur le footing que les garçons. Par contre, elles ne vont jamais seules, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune femme, quelle que soit la tranche d'âge, qui faisait son activité de loisir seule. Et quand elles étaient seules, elles se déguisaient, c'est-à-dire je ne mets pas de trucs trop dénudés, je mets bien mes écouteurs, etc. Parce que je sais que potentiellement je peux me faire agresser, même si, paradoxalement, ils indiquaient que ce soit les hommes ou les femmes, être en sécurité dans ces espaces de parc. Donc il y a quelque chose qui se construit, qui est très intériorisé, de la potentielle agression. Et ça, effectivement, ça fait que le corps des femmes n'est pas libre dans ces espaces de loisirs et dans la pratique des espaces de loisirs. Voilà. Tu voulais que j'attire le regard sur les toilettes publiques. Alors, oui. Vous vous tournez là, vous voyez, il y a les toilettes publiques qui font partie du mobilier urbain proposé aux municipalités. Et c'est vrai qu'on est plusieurs à dénoter que souvent les tables allongées se situent dans les toilettes plutôt des femmes, hein, donc les hommes ne peuvent pas allonger leurs enfants, etc. Et donc il y a toute cette réflexion autour de l'appropriation du genre pas dans les toilettes publiques. Tu veux compléter? Alors, oui, non, vas-y. Oui, on fait la transition sur les... Vas-y. On fait la transition vers l'urinoir, c'est ça? Voilà, c'est ça, on fait comme ça. Non, parce que c'est stratégique l'emplacement des toilettes. Vous avez vu? Oh, vous avez vu ça? Oui. Et l'urinoir de la Montée-Vauban, vous le connaissez? Oui. Ah ben voilà. Et l'urinoir, c'est pour qui? C'est pour les messieurs. Nous, on ne peut pas faire pipi comme ça dans la rue. Et l'urinoir, il est gratuit. Et les toilettes, là, bon, c'est pas trop cher, d'accord, mais c'est payant. Et puis souvent, non disponible. Hein, on l'a vu. Certes, il y a des toilettes publiques en accès libre dans la ville d'Arles. Là, encore une fois, tout n'est pas noir, mais il est intéressant de noter qu'il y a à quelques mètres d'intervalle un urinoir destiné au public, donc masculin, et un WC public payant destiné aux femmes et aux personnes en situation de handicap, parce que c'est idem. Hein, autant le faire dans les discriminations, autant les englober et tout, il y en a d'autres, mais rendez-vous devant le monument aux morts pour parler de mobilité. Bien. Merci de nous suivre. Alors, sur les questions de mobilité, on voulait vous interpeller sur effectivement le rapport, l'appropriation des femmes et des hommes à la ville. Il faut savoir que dans les approches justement où on travaille sur femmes et mobilité, l'un des principaux angles et enjeux d'attaque, c'est la question du droit à la ville. Et effectivement, on sait que
pour tout individu, ne pas accéder à la mobilité, c'est ne pas accéder à la ville. Alors la mobilité, c'est différentes formes de déplacement. Transport en commun, voiture, mobilité douce. Mais le principe de dire une personne ne peut pas accéder aujourd'hui à la ville, est empêchée, n'a pas les conditions d'accès à la mobilité, c'est être assigné à résidence. Et donc, effectivement, c'est d'autant plus les femmes qui sont concernées par cette assignation à résidence. Et ça, de nombreux travaux de recherche, voilà, dans les miens, montrent ça. Alors, cette question du coût de la mobilité, on voulait vous interpeller sur le boulevard. Il y a un peu deux manières de la regarder. Il y a des formes de déplacement, et donc ça, c'est regarder effectivement et pointer un regard. Donc j'ai pu voir que sur Arles, c'était beaucoup la voiture ou le transport en commun bus. Et effectivement, 60% des déplacements que font les femmes dans les métropoles, c'est des déplacements déjà pour la famille, majoritairement en voiture, même si elles utilisent plus les transports en commun. Quand elles utilisent les transports en commun, c'est parce qu'il y a un véhicule dans le foyer, et c'est majoritairement les hommes qui utilisent la voiture. La gestion de la voiture, les femmes le justifient à la fois dans la gestion familiale, pour la gestion des activités, mais aussi au-delà de 50 ans, pour des questions de sécurité, pour des questions, je préfère prendre la voiture parce que c'est plus confortable, je me sens en sécurité, je peux faire mes loisirs, mes activités. Donc il y a un rapport aussi très confortable à ce qu'on appelle à l'utilisation de la voiture, qui est une véritable soupape de décompression pour les femmes. Et ça, on va le voir dans d'autres moments de la ville. C'est ce qu'on appelle la bulle, en fait. C'est que les femmes se créent un confort spatial dans différentes bulles, et la voiture en fait partie. Alors, c'est une question de mobilité. Il faut savoir aussi que dans la gestion des temps de la famille, les femmes aujourd'hui passent 2 heures, à peu près 2 à 4 heures dans la semaine, à ce qu'on appelle faire la coordination familiale de la mobilité. C'est-à-dire à gérer les déplacements pour elles, mais aussi pour toute la famille. Et donc, c'est ce qu'on appelle les centrales de coordination de la mobilité. Et il faut... on les a appelées comme ça, avec ma collègue Sonia Chardonnay, parce qu'effectivement, les femmes sont vraiment... et c'est un temps aussi qui a été invisibilisé dans les enquêtes de l'INSEE, etc. Donc nos travaux, ils ont bien démontré que gérer la mobilité aujourd'hui dans des grandes villes, etc., entre les activités, au niveau temporel, c'est beaucoup les femmes qui s'en occupent, mais la gestion de la mobilité, des modes de transport, l'utilisation de quel véhicule, d'aller en plusieurs établissements scolaires, d'aller aux activités, d'aller faire les courses, etc., c'est les femmes qui gèrent à nouveau ces activités, donc ça fait partie de la charge mentale aussi que les femmes ont au quotidien dans la gestion des activités du domestique élargi. Sachant qu'on sait bien que les hommes sont plus investis dans la question des temps domestiques, mais qui sont aussi beaucoup investis sur les tâches visibles avec les enfants, c'est-à-dire le sport, les sorties scolaires, etc., beaucoup moins que les tâches plus compliquées attribuées traditionnellement aux femmes. Alors la question de la mobilité, il y a la question des déplacements, des modes de déplacement, et donc il y a beaucoup de municipalités comme Rennes, Grenoble, Bordeaux, qui ont travaillé sur les multimodalités et sur comment prendre en compte les dimensions de genre dans la mobilité, avec à la fois des démarches citoyennes participatives, en faisant des focus group avec les femmes justement sur des questions de mobilité pour être au plus près de la compréhension de leur rythme et de leurs besoins, et comment on pourrait mettre en place des systèmes de réversibilité, puisqu'on va discuter pas mal d'écologie aussi et de gouvernance durant le festival. C'était aussi trouver des solutions dans le cadre effectivement des villes résilientes pour diminuer l'utilisation de la voiture. Et donc moi je fais partie des personnes qui ont été sollicitées, qui ont dit tout de suite, si vous voulez réduire la voiture, il faudra trouver un système pour que les femmes puissent, parce que majoritairement c'est encore elles qui s'en occupent, notamment sur les espaces périurbains des métropoles, puissent avoir un accompagnement sur les services à la personne. Et la ville de Vienne en Autriche, pas en Isère, c'est ce qu'elle a très bien fait. Voilà, il y a des services urbains qui sont mis en place. Sur les transports, on voulait aussi vous interpeller sur la question du harcèlement. Aujourd'hui, le harcèlement, 100% des personnes sont victimes de violences sexistes dans les transports en commun. C'est des viols, c'est des agressions au quotidien. Et donc, il faut savoir que les filles se protègent dans les espaces des adolescentes, mais aussi les personnes âgées qui en général se regroupent entre elles dans les transports parce qu'elles ont peur d'être en insécurité. Et donc il y a ce rapport aussi dans le transport en commun qui du coup n'est pas sécuritaire. Et c'est aussi pourquoi
les femmes utilisent plus le véhicule, enfin la voiture, parce qu'effectivement elles se sentent plus en sécurité. Le dernier point sur lequel je voulais un peu m'arrêter, c'est ce que nous on appelle la manière d'attendre la question du déplacement. Et donc vous pourrez observer, alors là c'est un exemple, hein, mais peut-être plus tard, c'est un peu l'objectif de la soirée, c'est faire de la pédagogie. C'est effectivement, dans l'espace public, nous on sait que les femmes, elles font que circuler, elles font que passer. On dit très souvent, les femmes, elles ne s'arrêtent pas dans l'espace public. Et quand on est sur des arrêts de bus, c'est un espace potentiellement anxiogène d'agression. Et souvent, les hommes s'assoient sur les bancs, les femmes ne s'assoient pas, ne s'assoient que quand il y a des femmes qui sont déjà assises parce qu'elles se regroupent. Et donc, il y a tout un travail qui est fait par les femmes pour contourner effectivement à nouveau une potentielle agression. Et les femmes ne s'assoient pas. Vous regarderez majoritairement, si elles s'assoient, c'est parce qu'il y a d'autres femmes qui sont déjà assises. Voilà, donc on regarde tous ces éléments-là pour effectivement dire qu'à nouveau le corps des femmes est fragilisé, y compris dans l'attente du déplacement, parce que le corps est potentiellement l'objet d'une agression. Je vais juste illustrer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour ce qui est d'Arles et pour ce qui est nous des femmes que l'on accueille, force est de constater, alors pas pour toutes, mais que pour la plupart d'entre elles, l'accès limité au centre-ville, voire interdit selon les heures, l'élargissement du stationnement payant également, impacte en premier lieu aussi les mères de famille, pour les raisons évoquées précédemment. C'est-à-dire que quand on a des enfants scolarisés, vu qu'encore à l'heure actuelle, la charge d'accompagner les enfants à l'école et les déplacements incombent majoritairement aux mères de famille, si on a des enfants d'âge différents, scolarisés dans des lieux différents, prendre les transports en commun n'est pas forcément adapté à la réalité de vie de certaines femmes. Je ne généralise pas, mais je vous fais part de témoignages qui m'ont été rapportés également. Et autre chose, c'est que je rebondis sur le chiffre de 100% des utilisatrices de transport en commun sont ou ont été victimes d'agressions sexistes. Et ça donne pas trop envie de prendre le bus, quoi. C'est tout. Sur cette espace parc et jardin, on voulait interpeller deux choses. Il y a la question des bancs. On aura l'occasion pour ceux qui restent à l'atelier cartographique d'en reparler. Alors ce soir, il n'y a personne sur les bancs, mais on verra que la question des bancs dans l'espace public est un vrai lieu de débat en général, et d'autant plus pour les femmes, quels que soient les âges de la vie. Et ça impacte d'autant plus les femmes handicapées, les femmes enceintes et les femmes vieillissantes, tout comme les hommes aussi. Mais c'est une vraie question. Et donc ça fait partie aussi des travaux qu'on regarde sur l'espace public. Le deuxième point qu'on voulait, et en tout cas je voulais souligner, il faut savoir que c'est Jacqueline Coutras, une des premières géographes qui a travaillé sur ce qu'on appelle les itinéraires urbains sexués. Et il y a une quarantaine d'années, elle avait démontré comment c'est les espaces notamment liés à la petite enfance étaient appropriés par les femmes dans l'espace de la ville, tandis que les hommes étaient plus sur l'appropriation des espaces du travail. Et effectivement, le jardin d'enfance a été le lieu de l'approche de genre qui a été fait un peu partout dans le monde pour observer justement le déploiement des espaces appropriés au féminin et au masculin. Et ces travaux ont conduit aujourd'hui à travailler aussi sur l'appropriation des normes plutôt hétéronormées, comment justement les femmes hétérosexuelles imposaient aussi des normes parfois hétéronormatives dans les espaces du jardin, notamment d'enfants. Et il est à noter aussi, moi j'ai observé en 15 ans dans ces espaces de petite enfance qu'il y a de plus en plus de pères qui s'investissent. Moi il y a une quinzaine d'années quand j'observais ces lieux, il y avait très peu de pères qui étaient présents, très peu de présence du masculin, et c'est quand même un côté positif aussi. Il faut observer aujourd'hui qu'il y a de plus en plus, alors ça fait partie de ce qu'on appelle les lieux visibles du masculin, c'est-à-dire que c'est bien pour le papa d'être visible dans l'espace du jardin, à la sortie de l'école, aux activités sportives, mais en tout cas c'est un point plus positif parce qu'effectivement les pères sont plus présents dans ces espaces-là, donc c'était à souligner aussi sur la prise en charge de la parentalité. Bon, rien à voir avec le lieu, mais il me semblait important, vu qu'on parle quand même de l'invisibilisation, je vais y arriver, des femmes, d'évoquer deux lieux quand même institutionnels et importants aussi pour elles, qui sont l'accueil de jour et l'accueil de nuit, donc deux structures importantes pour les femmes en situation, pour tout public en situation de vulnérabilité, mais également pour les femmes. Et là encore, alors ce ne sont pas des lieux publics, mais du moins des lieux institutionnels, et elles sont invisibles.
Non pas qu'il n'y a pas de femmes sans abri, il y en a, elles représentent même 40% de la situation des personnes sans abri. Mais là encore, elles ne les voient pas. Alors il faut s'interroger pour essayer d'y remédier. Les arguments qu'elles avancent, c'est toujours encore comme nous le sentiment d'insécurité, la peur des agressions. Et du coup, au sacrifice de leur vie, elles préfèrent ne pas avoir recours à ces dispositifs qui existent, auxquels elles ont droit. Finalement, elles intègrent aussi cette invisibilité. Et moi, je voudrais qu'on s'interroge aussi ce soir pour essayer de trouver des solutions pour ces femmes-là qui sont en grande souffrance économique, sociale, personnelle, et qui en plus ne sollicitent pas, ou pas assez, ou pas suffisamment, les recours qui existent sur Arles, parce qu'on connaît notamment l'équipe de l'accueil de jour, voilà, qui est une équipe formidable, mais encore faut-il que les femmes puissent s'y sentir finalement complètement accueillies et épanouies. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas ici, mais c'est pas très loin. Mais il me semblait important d'évoquer aussi cette question-là. Et si vous restez de toute façon avec nous jusqu'à la fin de la conférence, j'aurai encore plein de super trucs à vous dire sur le harcèlement de rue. Dans les espaces publics et dans les places publiques, ce qu'on regarde en général, c'est si c'est des espaces ouverts. Donc c'est le cas ici. Et en général, on dit ce qui est important, c'est voir, c'est-à-dire que les femmes puissent voir autour d'elles si jamais il se passe quelque chose et être vues. Et on sait que les espaces ouverts sont potentiellement moins anxiogènes et il y a moins d'agressions parce qu'en général, on peut signaler à quelqu'un qu'on a été victime ou qu'on peut être embêté. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer un petit peu de temps, alors 10 minutes si vous avez besoin de la grille, pour vous aider à noter des choses, et ça vous permet de voir les ambiances. On regarde aussi le mobilier urbain, est-ce qu'il y a des bancs, où ils sont, il n'y en a pas, il y a de l'éclairage, combien, etc. Bon là on est en fin de journée, mais on sait que l'éclairage, ça pose une vraie question dans le débat écologique, et notamment avec les personnes qui travaillent sur le genre, parce qu'effectivement, il y a ce côté à la fois où on sait que baisser l'éclairage urbain, ça provoque de l'insécurité, et en même temps qu'on a besoin de baisser les éclairages urbains pour des questions de résilience, de réversibilité. Et donc il y a des systèmes aussi qui sont adaptés aujourd'hui. J'ai encore cité la ville de Vienne, mais bon, ils sont un peu leaders dans l'application du genre et de l'urbanisme, qui ont mis en place effectivement de l'éclairage adapté. Quand on fait un pas, ça s'allume pour effectivement que ça ne soit pas allumé en permanence. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde dans une place et on sait qu'il y a un confort urbain qui s'installe. Donc on voulait avoir un peu votre ressenti, je ne sais pas comment on va collecter toutes les informations, donc s'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette place, et notamment s'il y a des femmes qui, qui se disent, sur cette place, il y a de l'incivilité, il y a des questions peut-être aussi de trafic, etc., qui font qu'on est moins présent ou présente parce que potentiellement on ne veut pas être aussi confronté à ces problèmes, à ces conflits. Donc on vous laisse un petit moment, vous pouvez nous poser des questions et on va essayer de collecter un peu votre avis. Un petit retour. On est super en retard, mais c'est pas grave. Juste pour faire quelques retours, donc moi ce qui m'a été souligné, c'est effectivement que c'était une place qui avait beaucoup changé depuis 15 ans, qu'effectivement il y avait des problèmes peut-être d'insécurité avant, mais que peut-être moins maintenant. On a souligné que c'était un espace ouvert et plutôt, effectivement, où on se sent plutôt en sécurité, mais qui manquait effectivement des bancs pour s'asseoir. Et notamment, ça a été souligné, quelque chose d'ovale, quelque chose de rond. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi en termes d'aménagement urbain sur le genre plutôt inclusif. C'est que les femmes, et notamment c'est des femmes qui m'ont dit ça, ont tendance à choisir du mobilier urbain en forme de rond, du type fontaine ou du type mobilier qui permet un confort pour s'asseoir. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai déjà indiqué, les femmes ont tendance à traverser les espaces publics, les boulevards,
à circuler sans s'arrêter, contrairement aux hommes qui ont pris l'habitude depuis le 19e siècle de flâner dans l'espace public et de se l'approprier, alors sur l'espace des bars, mais pas uniquement, hein, sur les pétanques, etc. Et il y a des changements, comme l'a souligné Monsieur Présent. Effectivement, je ne dis pas que ça concerne tous les hommes, parce qu'il y a ces données qui sont présentes au niveau national, et il faudrait regarder sur Arles, effectivement, et sur cette place, etc., ce que ça donne. Mais en tout cas, on sait que ces grandes tendances, voilà, en géographie, nous on travaille sur ces usages, mais je travaille aussi avec des psychologues sociaux sur ça. On a ces mécanismes de reproduction, effectivement, de comportement. Et vouloir du confort pour les femmes, et ce confort toujours en rondeur, ça correspond aussi à cette norme de protection qu'elles ont beaucoup intériorisée, et qu'elles ont besoin aussi dans le mobilier urbain, dans l'espace des villes, de ces formes-là. Voilà. Donc sur l'éclairage également, les femmes ont souligné qu'elles n'ont pas peur la nuit, enfin certaines femmes que j'ai vues, du coup je précise, mais qu'elles voulaient que ce soit bien éclairé au bon endroit. Effectivement, c'est pas que ce soit éclairé partout, mais que ce soit bien éclairé. On nous a également signalé la signalétique des toilettes hommes-femmes. Alors, pour l'anecdote, hein, voilà, c'est là présent sur le lampadaire. Ça témoigne aussi d'un travail qui est fait au niveau de l'Union européenne pour rendre la signalétique de plus en plus visible en termes d'égalité femmes-hommes. Je laisse la parole à Marie sur un petit retour. Tu veux que je dise moi? Voilà. Donc Marie, ce qu'on lui a souligné effectivement, c'était une place où on voit autour, où on est du coup au calme et on se sent plutôt en sécurité et à l'aise. Parce qu'il y a du monde. Et effectivement, ce qui est important, c'est la question de la coprésence, comme je vous l'indiquais, dans les espaces publics. Et c'est vrai que sur le genre, on dit toujours on est ensemble et pas forcément... voilà, on est à côté, mais pas forcément ensemble. Et c'est vrai que, de toute façon, la question du genre, il ne faut pas l'interpréter sur... moi, je ne suis pas pour les personnes qui disent qu'il faut faire des espaces pour les femmes et d'autres pour les hommes. Ça, ce qui est bon, voilà, parce que ça n'a pas de sens. Parce que la ville se crée aussi dans la relation. Et donc ce qui est important, c'est cette coprésence et cette relation, et qu'en tout cas les conditions de confort soient là pour que chacun puisse être voilà, en sécurité, dans des bonnes conditions pour s'approprier la ville. Vas-y. Alors moi j'ai eu quelques retours aussi, mais quand même, avant toute chose, je vous rends hommage. Quelqu'un a repéré une rue personne d'autre a vu, qui s'appelle la rue de la Dominante. Vous l'avez vue? Non mais moi je la connais même pas cette rue, elle est toute rikiki. Hein? Faudra, elle est petite. Bon, faudra chercher pourquoi elle s'appelle comme ça, je sais pas. Ah voilà, tu avais raison Christelle, ou je ne sais plus qui me l'a dit, c'était pas une femme, hein, c'est la tour. Voilà. C'est bien essayé, mais c'est raté, tant pis. Bon, pour en revenir à la place Voltaire, alors j'ai eu des sentiments, enfin j'ai recueilli des émotions et des ressentis assez opposés. Pour certains, elle évoque la fête, les concerts, avec une réserve toutefois parce qu'on n'y vient parce qu'il y a un concert ou pour faire la fête, donc encore faut-il qu'il y ait un événement festif. Un autre ressenti, alors d'un couple avec du coup un sentiment différent de la part, enfin un ressenti a posteriori différent de la part du monsieur et de la jeune femme, donc encerclé de terrasses, sentiment d'observation. Donc là on est en groupe, pas gênant, mais on s'imaginait peut-être en se promenant seul, alors pour ce qui est d'un homme, pas de souci, ben, je me fais observer, ça va. Pour ce qui est de la femme, un peu plus compliqué de passer là alors qu'on est encerclé de terrasses. Voilà pour les ressentis. On a évoqué aussi qu'avant c'était un lieu de passage, alors effectivement il y a eu un avant-après, c'est important de le souligner pour ceux qui ont connu la place Voltaire avant. Et maintenant, il y a quand même une forte évolution et elle est quand même moins anxiogène, je dirais maintenant, que avant. Ça résume à peu près, je suis en retard. Allez. On file rue du 15 septembre à la librairie. On va venir d'écouter l'Espéranza, Lord d'Espéranza, excusez-moi. Merci à la librairie des Granges de l'Arja qui nous a permis d'écouter ce moment musical. C'était pour vous interpeller aussi sur l'appropriation de la ville dans l'espace public à nouveau.
aussi la nuit, le jour. Alors il faut savoir que sur cette question des rapports hommes-femmes, c'est toujours compliqué parce que il y a à la fois le côté anxiogène, potentiellement agresseur, mais aussi une revendication, notamment pour les jeunes filles et les jeunes femmes, et plus pour le droit à la fête, la nuit, la ville, de pouvoir s'approprier de manière festive la ville, la nuit. Donc pour certains, ça pose aucun problème, mais on verra que c'est pas si simple. Et donc, cette question de la manière dont on peut s'approprier librement l'espace, alors à la fois la nuit et le jour, derrière, ça... Voilà, ce qu'on voulait interpeller en tout cas, c'est qu'il y avait une construction, une norme, ce que nous on appelle une norme du masculin, dans la construction des rues, dans la construction du rapport à la ville, et effectivement ce qu'on appelle le territoire des hommes, c'est la manière, alors de certains hommes, attention, c'est l'iPhone. Bon, c'était pas prévu, mais on va enchaîner. Et du coup, on voulait plutôt évoquer des questions de harcèlement de rue avec vous. Ah ouais, c'est encore moi, je vais vous parler de trucs super sympas. Alors, du coup, je me devais de vous faire un point sur le harcèlement de rue, parce que qui divise les genres, ben, c'est quand même le harcèlement de rue qui vient en premier lieu. Alors, sifflement, commentaires sexistes, interpellations, insultes, voire attouchements. Non, ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas sympa. On appelle cela du harcèlement de rue. Et des lycéennes rencontrées pendant les interventions dans les établissements de la ville d'Arles, dont le lycée Pasquet par exemple, nous ont confié faire un détour pour ne pas être harcelées sur le trajet entre le lycée et l'arrêt de bus. Plusieurs d'entre elles s'habillent le matin en prenant en compte un possible harcèlement de leurs camarades. C'est dire si ces comportements sont liberticides. Pour ne pas être harcelée, une femme, votre fille, votre femme, votre sœur, votre boulangère, et qui sais-je encore, réfléchit donc aux habits qu'elle doit porter, au chemin qu'elle doit prendre, à l'attitude à adopter devant un groupe d'hommes. Baisser la tête, répondre, ne pas répondre, changer de trottoir, s'habiller différemment. Certains diront ce ne sont que des compliments, c'est juste de la drague. Mais non, la drague et le harcèlement de rue, ce ne sont pas la même chose. La drague se construit à deux, là où le harcèlement est la responsabilité d'une seule personne qui ignore volontairement l'absence de consentement de l'autre. Alors, que dit le droit? Oui, parce que je suis juriste, j'ai oublié de vous le dire. Enfin, dans mes premières amours, quoi. Maintenant, non, mais... jusqu'en 2018, il était plutôt silencieux, ou on va dire déficitaire sur la question. On a tenté avec l'injure, mais ça marche pas tout le temps, parce que le harcèlement de rue, c'est pas que de l'injure. Le harcèlement sexuel, mais ça marche pas à tous les coups non plus. Donc, en 2016, une proposition de loi est sortie. Mais contre toute attente, le Sénat a purement et simplement supprimé l'article concernant le harcèlement de rue. Bon, à l'époque, je vous rappelle, 27,3% des sénateurs étaient des sénatrices. Et puis, il y a eu la loi Schiappa, du 3 août 2018, avec la création d'une nouvelle infraction. Vous la connaissez, la nouvelle infraction? Création d'une infraction, je vous expliquerai après pourquoi, de l'outrage sexiste. Et oui, depuis 2018, dans le code pénal, il existe un article qui condamne les faits de harcèlement de rue, qui étaient jusqu'alors socialement réprimés, mais pas pénalement. Alors, je dis infraction parce qu'en fait, il s'agit d'une contravention, c'est-à-dire vous risquez ou pas, une amende qui peut aller donc de 750 € si on est dans le cas d'un outrage sexiste dit simple, et qui peut aller jusqu'à 3 000 € en cas de récidive, dans les cas les plus aggravés. Alors, l'outrage sexiste a le mérite de mettre la loi sur des comportements. Maintenant, je reste sur ma réserve. Effectivement, pour condamner ce genre de comportement, mais il faudrait un policier derrière chaque femme. Parce que c'est qu'en cas de flagrance qu'on peut le dénoncer. Comment aller prouver l'outrage si vous êtes seul à témoigner? Donc ça a le mérite au moins symboliquement d'exister et d'apparaître dans le code pénal. Maintenant, je vous dis, à voir. On a peu de recul encore sur cette infraction. On verra. À l'heure actuelle, je n'ai pas, à ma connaissance, connu aucune condamnation sur arme. Maintenant, il faut
faut se renseigner. Tout le monde ne vient pas au CIDFF pour en parler, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas la connaissance. Voilà pour ce petit point juridique. Merci, on va enchaîner à la mairie. Donc on va parler de citoyenneté devant la mairie. L'espace public, c'est à la fois, comme vous l'avez compris, pratiquer la ville, avoir des usages, regarder différemment et observer la ville avec le genre, c'est pointer effectivement des différences pour mieux reconstruire ensemble ce qu'on peut faire effectivement, ce qu'on peut transformer. Donc ce sera l'invitation justement sur l'atelier cartographie sensible. Il y aura une partie d'identification des zones de confort, d'inconfort que vous avez pu, que vous vivez dans la ville, dans l'itinéraire en tout cas qu'on a pu faire ce soir, mais aussi sur les aménagements possibles, à la fois dans des aspects très pratiques, et donc l'espace public c'est ça, c'est de l'aménagement de formes urbaines, de bancs, voilà. Mais c'est aussi la manière dont on se l'approprie en tant que citoyenne. Et une des approches que je défends, c'est la manière dont on prend place dans la ville. Et quand on prend place dans la ville, c'est effectivement physiquement, matériellement, symboliquement et politiquement. Et donc, quand on travaille sur les questions de citoyenneté, il faut savoir que dans le contrat social à la Révolution, la place de la citoyenne a été quelque peu évincée. Et effectivement, le droit de vote, voilà, 45, c'est pas très ancien. Et donc, on a aussi tout ce travail sur la question de la représentativité politique, qui est complètement construit dans l'espace public et dans les conditions. Alors, en France, on a quelques données, on va en parler, ça s'améliore tout doucement, mais aussi au niveau international, notamment sur la question du droit des villes, du droit des femmes à la ville. Et dans ce droit des femmes à la ville et à penser la ville, on s'aperçoit effectivement de la sous-représentativité des femmes sur des délégations qui construisent la ville, c'est-à-dire l'urbanisme. Elles sont beaucoup encore sur les questions sociales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes présidentes de grosses métropoles en France et 2 femmes présidentes de conseillères régionales. Et on sait très bien que ce n'est pas parce que des femmes arrivent à des postes de responsabilité qu'elles vont forcément défendre les questions d'égalité femmes-hommes, parce que très souvent, pour être reconnues par les hommes, elles intériorisent les normes de ce qu'on appelle le boys club, le club des hommes. Et donc, c'est pas pour ça qu'elles vont défendre les questions d'égalité femmes-hommes. Donc, il faut savoir que la loi sur la parité a eu des effets quand même positifs, même si c'est pas assez satisfaisant. Mais on est quand même, au niveau européen, l'un des derniers pays, puisqu'on est, voilà, on a une amélioration sur l'Assemblée nationale récemment, mais c'est vraiment très anecdotique quand on regarde au niveau local. Il y aura des élections prochainement, donc on va regarder ça avec vigilance. Mais du coup, on voulait vous inviter à regarder aussi cet espace public, parce qu'effectivement, l'espace de la citoyenneté, l'espace de la participation, on en parlera demain, et la manière dont les femmes peuvent participer, c'est un vrai enjeu. Quand on regarde au niveau local les participations sur des débats à la fois d'urbanisme, mais aussi sur la culture, sur différents sujets, les femmes se font couper la parole. Quand elles ont un temps de parole donné, en général, c'est 5 minutes, ou c'est les hommes qui reprennent leurs idées sans forcément valoriser leur parole de femme. Et moi, j'ai pu travailler sur des travaux de recherche, justement, sur des comparaisons France-Québec, voilà, sur les élus. Et effectivement, ce qu'elles nous disaient, c'était des violences sexistes en permanence, même dans des pays dits émancipés avec des conditions favorables, où elles se font insulter, où elles se font traiter de mal baisées, où elles se font traiter régulièrement dans leur mandature politique, sur des comportements, voilà, sur des colibés, sur leurs vêtements, sur leur comportement, sur en fait une hypersexualisation aussi qui était attendue de la part des femmes dans le milieu politique. Et donc ça reste un vrai combat pour les femmes d'être représentées au niveau politique, mais aussi sur la place qu'on leur accorde dans l'arène politique. Et donc effectivement, la ville aujourd'hui, elle ne peut pas se construire sans la représentativité des femmes et sans la citoyenneté des femmes, à la fois dans le processus participatif et dans le processus de représentation plus législatif. Je te fais la transition. Juste pour dire quand même, notre ville d'Arles donc a la chance d'avoir une délégation droit des femmes. Merci Sylvette Carlevent d'être parmi nous ce soir, parce que c'est un peu quand même elle qui est à l'origine de tout ça, donc 2001. Puis il y a eu le mandat de Claire Antoniazza, donc culture et droit des femmes. Puis le mandat de Sylvette Carlevent, santé et droit des femmes. Et puis dernier mandat, santé, droit des femmes et droit des hommes. Sur demande, Monsieur le maire, si vous m'écoutez, de Monsieur le maire. Donc on peut penser effectivement que c'est pour lutter contre les discriminations. On parle tout le temps de droit des femmes, droit des hommes.
Sauf que moi, je dis, quand on a l'audace, le courage, finalement, d'assumer une délégation droits des femmes, il y en a peu de communes qui le font, et bien on l'assume jusqu'au bout. Si on parle de discrimination sexiste, c'est bien parce que les femmes en sont plus victimes que les hommes. Donc les droits de l'homme, bien évidemment, qu'on y est favorable, sinon on ne travaille pas on ne lutte pas contre les discriminations, on est humaniste avant tout. Mais assumons une délégation droits des femmes. Point. Voilà. Donc, après, c'est pour ça qu'il fallait que je parle. Après, il y a aussi quand même une bonne initiative de la ville d'Arles aussi. Alors là, à l'origine, je dirais Clara Antoniazza, mais qui a été signée dans le cadre de Femmes en Mouvement. Donc c'est la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale, signée en mars 2013. Voilà. Ben, je sais pas ce qu'il y a depuis. Non, en fait, si, apparemment, la personne qui s'en occupait, elle est partie. Donc, normalement, tous les ans, il y a une commission qui se réunit pour faire le point sur les salaires, enfin plein de trucs, mais j'arrive pas trop à avoir de retour, en fait. Donc, campus sauvage ou pas campus sauvage? Nous, on veut savoir ce qu'il en est de la Charte européenne pour l'égalité. Et on est prêt à y participer, d'ailleurs, et à venir aux commissions, parce que c'est bien qu'on l'ait signé. Encore une fois, il faut qu'elle soit suivie des faits. J'arrête, maintenant je me tais, merci Marie. Il y a récemment, depuis 2014 et 2016 aussi, l'obligation pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants de mettre en place un diagnostic d'égalité entre les hommes et les femmes qui comprend un volet de ressources humaines, un volet territorial, un volet urbain, un volet développement durable. Et donc effectivement, si des intercommunalités ne le font pas, elles seront obligées de payer une amende. Donc on a aussi un contexte législatif qui est méconnu à la fois par les élus locaux, mais aussi par les professionnels. Et il faut savoir que le cadre législatif est là, et donc on peut mettre en place aussi ces actions, et qu'on a l'obligation de les mettre en place, que ce soit par l'Union européenne ou par la métropole et les intercommunalités en tout cas. Ils ont l'obligation de faire ces diagnostics, et il y a des outils qui existent. Donc c'était aussi des amendes aussi qui marchent bien. Mais c'était aussi la démarche aussi de ce soir au travers de cette déambulation. J'espère qu'on vous a invité à prendre plus place en tant qu'homme et en tant que femme dans la ville de Arles, et donc à observer autrement votre ville aussi, à la fois dans les pratiques, les usages, mais aussi dans l'appropriation politique. Et vous voyez bien que ce qu'on souligne, c'est qu'il y a aussi tout un travail à faire dans le cadre de l'action publique pour mettre en place l'observation du genre dans la ville et les actions relatives à l'égalité des chances femmes-hommes dans la ville. Donc on vous invite, pour ceux qui ont envie, à poursuivre sur la cartographie sensible. On va pouvoir travailler concrètement aussi sur ce que vous avez ressenti sur une carte, alors qu'il n'y a pas une carte, il ne faut pas être géographe pour la faire justement. Elle est construite pour que tout le monde puisse l'approprier et participer de votre expérience à la création de cet outil. Ou sinon, vous pouvez aller boire un coup, effectivement, en même temps, à Campus Sauvage. Non, là, ouais. Je sais que tu as préparé là. Comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. Là, comme ça? C'est bon? Oui. Non, juste pour vous dire, vous êtes très nombreux et on en est très contents, pour vous dire que Vanessa sera là pendant l'atelier qui a lieu tout de suite à la Bourse du Travail, que Sophie sera là une grosse partie du week-end si vous voulez échanger avec elle. Donc l'atelier a lieu tout de suite à la Bourse du Travail. Si des personnes ne souhaitaient pas participer à cet atelier, vous pouvez vous rendre directement dans la cour de la Mouletta, où le bar sera ouvert. Merci beaucoup Vanessa Garouche, merci beaucoup Sophie Loargan. C'est une copine brésilienne.